Juin 1941. L'air de l'Europe de l'Est vibrait d'une trompeuse promesse d'été. Un soleil implacable accablait les vastes plaines, mais sous sa lumière dorée, l'ombre de la guerre s'allongeait, implacable. Aux frontières de l'Union soviétique, la plus grande invasion terrestre de l'histoire se préparait. Un monstre d'acier et d'ambition, prêt à tout dévorer sur son passage. L'opération Barbarossa, le plan audacieux d'Adolf Hitler, était plus qu'une offensive militaire. C'était un pari sur l'anéantissement, sur la suprématie, sur la création d'un empire qui durerait 1000 ans. L'optimisme était presque palpable parmi les rangs de la Wehrmacht. Les soldats allemands, aguerris par des victoires éclairs en Pologne, en France et dans les Balkans, marchaient avec une confiance inébranlable. Le rugissement de leurs chars Panzer résonnait comme un lointain coup de tonnerre, annonçant la tempête à venir. L'odeur du diesel et du métal chauffé se mêlait à l'arôme de la terre fraîchement labourée, tandis que des millions d'hommes s'alignaient, prêts pour la conquête. L'Union soviétique, perçue comme un géant aux pieds d'argile, devait, pensait-on, s'effondrer en quelques semaines. Berlin bouillonnait de la certitude de la victoire, une ivresse de puissance qui rendait aveugle aux dangers cachés dans les profondeurs de l'immense Russie. Les ordres étaient clairs, avancer, détruire, ne donner aucun répit. L'objectif était Moscou, le cœur de l'Union soviétique, à atteindre avant que l'hiver russe ne puisse lever son linceul blanc et mortel. La Blitzkrieg, la guerre éclair, était la doctrine, et elle s'était avérée invincible jusque-là. Les cieux étaient déchirés par les Stukas, leurs plongeons terrifiants, accompagnés d'un hurlement sinistre, déversant la mort sur les défenses soviétiques. Le sol tremblait sous le poids de centaines de milliers de véhicules. La poussière soulevée par cette machine de guerre colossale recouvrait l'horizon, obscurcissant le soleil. La confiance était l'armure des envahisseurs, la croyance en la supériorité tactique et technologique, un bouclier contre tout doute. Ils étaient les maîtres de la guerre, et le monde observait, anxieux, tandis que l'armée allemande avançait inexorablement vers l'Est, laissant derrière elle une traînée de destruction et de désespoir. L'ambition était le moteur, l'idéologie, le carburant. Ils voyaient un chemin clair vers la victoire, un futur de domination, et rien ne semblait pouvoir les arrêter. Mais, sous cette surface de triomphe, les vents de l'histoire murmuraient un avertissement. L'immensité de la Russie, son paysage impitoyable, ses forêts denses et ses marécages traîtres, gardèrent des secrets qu'aucune blitzkrieg ne pourrait facilement soumettre. L'été ferait place à l'automne, et l'automne à l'hiver, et avec lui viendrait un ennemi plus implacable que n'importe quelle armée. La glace, la neige, le froid qui gèle l'âme. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour revivre le passé, percer les mystères et comprendre les leçons oubliées d'une époque de héros et d'horreur. Les premiers mois furent un tourbillon de conquêtes fulgurantes. L'opération Barbarossa avançait avec la force dévastatrice d'un tsunami. Les divisions Panzer, menées par des généraux comme Guderian et Rommel, déchiraient des lignes soviétiques comme du papier. Des villes tombaient en quelques jours, des armées entières étaient encerclées, et des millions de soldats soviétiques étaient faits prisonniers. L'odeur de la poudre brûlée et des corps en décomposition planait lourdement dans l'air chaud de l'été, une odeur métallique et nauséabonde qui marquait l'avancée. Les soldats allemands, dans leurs uniformes gris-vert, semblaient invincibles. Leurs visages, bien que souvent couverts de poussière et de sueur, reflétaient la détermination et la croyance en la victoire. Les mitrailleuses MG-34 chantaient leur chant de mort, les canons de 80 mm rugissaient, et les cris des blessés se mêlaient au bruit des moteurs. La propagande allemande célébrait chaque kilomètre conquis, chaque drapeau hissé, alimentant l'illusion d'un triomphe rapide et décisif. Mais l'immensité du territoire soviétique était un piège. Chaque avancée, aussi spectaculaire soit-elle, étirait les lignes de ravitaillement jusqu'à la limite. Les routes précaires, ou leur absence, transformaient la logistique en un cauchemar. L'été fit place à un automne humide, et les pluies torrentielles transformèrent les routes en mer de boue collante, engloutissant camions, chars et même des hommes. L'avancée autrefois si rapide commença à ralentir, embourbée dans la terre rouge et sombre de la Russie. Et puis, l'hiver. Non pas un hiver ordinaire, mais l'hiver russe, légendaire par sa brutalité. Le point de bascule arriva avec une férocité glaciale qu'aucun soldat allemand n'était préparé à affronter. Les températures chutèrent vertigineusement, transformant la boue en glace coupante et l'air en une lame qui pénétrait jusqu'aux os.
Ce qui était autrefois un glorieux champ de bataille se transforma en un enfer gelé, un cauchemar blanc où le froid était l'ennemi le plus mortel. Les moteurs des chars et des camions tombaient en panne, leurs lubrifiants gelés. Les armes s'enrayaient, les fusils refusaient de tirer. Les soldats, avec leurs uniformes d'été inadéquats, commençaient à souffrir d'hypothermie et d'engelure. Les doigts de pieds et de mains noircissaient, la peau se fendait, et la douleur devenait une compagne constante. Le vent hurlait, réduisant la visibilité par des tempêtes de neige implacables, et l'odeur de mort, autrefois celle de la poudre et du sang, était maintenant celle de la chair gelée et du désespoir. Le paysage, jadis une scène de gloire, devint un labyrinthe blanc de mort. Les forêts sombres et silencieuses, autrefois menaçantes, cachaient maintenant des embuscades de partisans et de soldats soviétiques qui semblaient se déplacer comme des fantômes dans la neige, adaptés à l'environnement hostile. La confiance allemande, autrefois si solide, commençait à se fissurer sous le poids du froid et de la résistance inattendue. Le général Hiver était arrivé, et avec lui, la certitude que la guerre éclair avait échoué. La promesse d'une victoire rapide se défit en flocons de neige, et la réalité brutale d'une guerre d'usure dans un environnement impitoyable s'imposa. Ce qui était une avancée glorieuse se transforma en une lutte désespérée pour la survie, où chaque pas était une bataille contre la nature et contre un ennemi qui refusait de tomber. La machine de guerre allemande, conçue pour le mouvement rapide, était maintenant paralysée, prise dans une étreinte mortelle de glace et de neige. Le bruit du vent glacial était le nouvel hymne, l'annonce de souffrances inimaginables. La glace mordait. Chaque respiration était une lame, chaque pas, une agonie. La Blitzkrieg s'était transformée en un siège de glace et le champ de bataille en un abattoir blanc. Pour les soldats allemands, l'euphorie de la victoire rapide se désintégra en une horreur paralysante. Les panzers, autrefois symboles de puissance, gisaient immobiles, leurs chenilles congelées, leurs moteurs silencieux. L'odeur de diesel brûlé fut remplacée par l'odeur piquante des corps gelés, un mélange de chair humaine et de terre humide que la neige ne pouvait cacher. La fumée des feux de bois improvisés, où ils tentaient de réchauffer leurs mains et leurs pieds, était un souffle ténu de vie au milieu de la désolation. Les tranchées devinrent des tombes gelées et les patrouilles des marches de la mort. Le clic métallique des fusils Mauser, autrefois si fiables, était maintenant incertain, les pièces internes gelées refusant d'obéir. Les soldats, enveloppés dans des couvertures et des chiffons improvisés, avec leurs casques Stahlhelm couverts de givre, regardèrent l'horizon blanc avec des yeux vides, où chaque arbre, chaque monticule de neige pouvait cacher un ennemi invisible, un tireur d'élite soviétique adapté à l'enfer blanc. Le silence de la neige n'était brisé que par le hurlement du vent et occasionnellement par le claquement sec d'un tir lointain, l'annonce de davantage de morts. De l'autre côté, la résistance soviétique se solidifiait, forgée dans le même creuset de souffrance, mais avec un but différent. Pour eux, c'était la défense de la mère patrie, une lutte pour la survie. Alors que les Allemands dépérissaient sous le froid, les Soviétiques, habitués à la rigueur de l'hiver, transformèrent le paysage en leur allié. Ils creusaient avec fureur, leurs pelles déchirant la terre gelée, construisant les Zemlianka, des abris souterrains improvisés, presque invisibles sous la neige. Ces terriers de terre et de rondins, chauffés par de petits poêles à bois et éclairés par des lampes à pétrole, devinrent des forteresses de résilience, des refuges contre les vents polaires qui coupèrent la peau et gelaient l'âme. À l'intérieur de ces Zemlianka, l'odeur de la sueur, de la fumée et du pain durci se mêlait, créant une atmosphère de camaraderie et de détermination féroce. Là, des soldats de toutes les ethnies de l'Union soviétique, beaucoup d'entre eux paysans et ouvriers, partageaient la même soupe claire et la même espérance de survivre. Loin de l'éclat de la Blitzkrieg, la guerre était là un combat au corps à corps, brutal et primitif, mené au milieu des blizzards et des températures qui atteignaient Dala, Gar 40 heures, Giu, Cirkelmatirm. Le bruit des combats était étouffé par la neige, mais les cris de douleur et les détonations de grenades résonnaient toujours, une lamentation constante dans l'immensité gelée. Les civils, pris dans le feu croisé, faisaient face à un destin encore plus cruel. Des villes comme Leningrad, encerclées et affamées, devinrent des symboles de la résistance désespérée. Le bruit des bombardements était une bande sonore constante, et l'odeur de fumée et de décombres se mêlait à l'odeur fétide de la faim et de la maladie. Femmes et enfants,
Les visages marqués par l'épuisement et le froid se traînaient dans les rues, cherchant la moindre miette de nourriture, le moindre morceau de bois à brûler. Les yeux des civils reflétaient l'horreur qu'ils avaient vue. Maisons en ruines, corps gelés sur les trottoirs, la perte de tout ce qu'ils connaissaient. L'espoir était un luxe, la survie une obsession quotidienne. La destruction rurale était également dévastatrice. Des villages incendiés, des champs ruinés, le bétail mort, les récoltes perdues. Ce qui n'avait pas été détruit par le feu fut dévoré par la faim. L'impact psychologique était accablant. Les soldats allemands, autrefois confiants, souffraient maintenant de névroses de combat, leurs nerfs brisés par le froid, la faim et la résistance implacable. Ils entendirent des voix dans la neige, voyèrent des fantômes dans les forêts. Les soldats soviétiques, quant à eux, portaient le poids de la défense, la fureur de la vengeance contre l'envahisseur, la douleur de voir leur terre et leur peuple massacrés. Le cœur du conflit n'était plus une question de stratégie et de manœuvre, mais de pure et simple volonté de survivre. C'était la lutte de l'homme contre l'homme, de l'homme contre la nature, et de l'esprit contre le désespoir. Le sang qui giclait chaud dans la neige gelait rapidement, formant des taches sombres et brillantes, un témoignage silencieux de la brutalité. Les champs de bataille devinrent des paysages lunaires de glace et de mort, où chaque arbre cassé, chaque cratère de bombe, racontait une histoire d'horreur indicible. La guerre en Russie s'était transformée en un hachoir à viande, et l'hiver était son bourreau le plus efficace. La glace mordait. Chaque respiration était une lame, chaque pas une agonie. La Blitzkrieg s'était transformée en un siège de glace et le champ de bataille en un abattoir blanc. Pour les soldats allemands, l'euphorie de la victoire rapide se désintégra en une horreur paralysante. Les panzers, autrefois symboles de puissance, gisaient immobiles, leurs chenilles congelées, leurs moteurs silencieux. L'odeur de diesel brûlé fut remplacée par l'odeur piquante des corps gelés, un mélange de chair humaine et de terre humide que la neige ne pouvait cacher. La fumée des feux de bois improvisés, où ils tentaient de réchauffer leurs mains et leurs pieds, était un souffle ténu de vie au milieu de la désolation. Les tranchées devinrent des tombes gelées, et les patrouilles, des marches de la mort. Le clic métallique des fusils Mauser, autrefois si fiables, était maintenant incertain, les pièces internes gelées refusant d'obéir. Les soldats, enveloppés dans des couvertures et des chiffons improvisés, avec leurs casques Stahlhelm couverts de givre, regardèrent l'horizon blanc avec des yeux vides, où chaque arbre, chaque monticule de neige pouvait cacher un ennemi invisible, un tireur d'élite soviétique adapté à l'enfer blanc. Le silence de la neige n'était brisé que par le hurlement du vent et occasionnellement par le claquement sec d'un tir lointain, l'annonce de davantage de morts. De l'autre côté, la résistance soviétique se solidifiait, forgée dans le même creuset de souffrance, mais avec un but différent. Pour eux, c'était la défense de la mère patrie, une lutte pour la survie. Alors que les Allemands dépérissaient sous le froid, les Soviétiques, habitués à la rigueur de l'hiver, transformèrent le paysage en leur allié. Ils creusaient avec fureur, leurs pelles déchirant la terre gelée, construisant les Zemlianka, des abris souterrains improvisés, presque invisibles sous la neige. Ces terriers de terre et de rondins, chauffés par de petits poêles à bois et éclairés par des lampes à pétrole, devinrent des forteresses de résilience, des refuges contre les vents polaires qui coupèrent la peau et gelaient l'âme. À l'intérieur de ces Zemlianka, l'odeur de la sueur, de la fumée et du pain durci se mêlait, créant une atmosphère de camaraderie et de détermination féroce. Là, des soldats de toutes les ethnies de l'Union soviétique, beaucoup d'entre eux paysans et ouvriers, partageaient la même soupe claire et la même espérance de survivre. Loin de l'éclat de la Blitzkrieg, la guerre était là un combat au corps à corps, brutal et primitif, mené au milieu des blizzards et des températures qui atteignaient Dala, Gare 40 heures, Giu, Circle Matirm. Le bruit des combats était étouffé par la neige, mais les cris de douleur et les détonations de grenades résonnaient toujours, une lamentation constante dans l'immensité gelée. Les civils, pris dans le feu croisé, faisaient face à un destin encore plus cruel. Des villes comme Leningrad, encerclées et affamées, devinrent des symboles de la résistance désespérée. Le bruit des bombardements était une bande sonore constante, et l'odeur de fumée et de décombres se mêlait à l'odeur fétide de la faim et de la maladie. Femmes et enfants, les visages marqués par l'épuisement et le froid, se traînaient dans les rues, cherchant la moindre miette de nourriture, le moindre morceau de bois à brûler. Les yeux des civils reflétaient l'horreur qu'ils avaient vue.
Maisons en ruine, corps gelés sur les trottoirs, la perte de tout ce qu'ils connaissaient. L'espoir était un luxe, la survie une obsession quotidienne. La destruction rurale était également dévastatrice. Des villages incendiés, des champs ruinés, le bétail mort, les récoltes perdues. Ce qui n'avait pas été détruit par le feu fut dévoré par la faim. L'impact psychologique était accablant. Les soldats allemands, autrefois confiants, souffraient maintenant de névroses de combat, leurs nerfs brisés par le froid, la faim et la résistance implacable. Ils entendirent des voix dans la neige, voyèrent des fantômes dans les forêts. Les soldats soviétiques, quant à eux, portaient le poids de la défense, la fureur de la vengeance contre l'envahisseur, la douleur de voir leur terre et leur peuple massacrés. Le cœur du conflit n'était plus une question de stratégie et de manœuvre, mais de pure et simple volonté de survivre. C'était la lutte de l'homme contre l'homme, de l'homme contre la nature, et de l'esprit contre le désespoir. Le sang qui giclait chaud dans la neige gelait rapidement, formant des taches sombres et brillantes, un témoignage silencieux de la brutalité. Les champs de bataille devinrent des paysages lunaires de glace et de mort, où chaque arbre cassé, chaque cratère de bombe, racontait une histoire d'horreur indicible. La guerre en Russie s'était transformée en un hachoir à viande, et l'hiver était son bourreau le plus efficace. Chaque jour, la lutte s'intensifiait. Non seulement contre l'ennemi visible, mais contre la faim qui rongeait l'estomac, contre la soif qui brûlait la gorge avec de la glace, contre les maladies qui se propageaient comme des fléaux dans les campements improvisés. La dysenterie, le typhus, la gangrène, des compagnes constantes, fauchant des vies avec la même efficacité que les balles et l'artillerie. L'odeur de la maladie et de la mort se mêlait à l'air glacial, un rappel constant de la fragilité de la vie humaine. Les soldats, tant allemands que soviétiques, voyaient leurs camarades succomber non seulement au combat, mais silencieusement dans l'obscurité des nuits glacées, leur corps transformés en statues de glace au matin. La ligne de front était un enfer de neige et d'acier, où le bruit des obus déchirait l'air et les explosions résonnaient comme des coups de tonnerre lointains. Le sol tremblait, et la neige était projetée en l'air, se mêlant à la terre et à la chair. Les cris des blessés étaient étouffés par la cacophonie de la bataille, mais l'horreur de leurs yeux, la supplique pour de l'aide, restait gravée dans la mémoire de ceux qui les voyaient. Le froid implacable transformait les blessures simples en sentences de mort, et le manque de fournitures médicales signifiait que beaucoup mouraient non pas de leurs blessures initiales, mais des infections et des engelures subséquentes. Pour les Soviétiques, la stratégie était claire. Résister à tout prix, reculer seulement pour attirer l'ennemi plus profondément dans le piège de glace. Ils utilisèrent la tactique de la terre brûlée, incendiant villages et champs, privant l'avancée allemande de toute ressource. La fumée des maisons en flammes montait dense dans le ciel gris, une traînée de désolation qui marquait la retraite et le refus de céder. L'odeur de bois brûlé et de cendres était un parfum amer de la détermination. Femmes, personnes âgées et même enfants participaient à la résistance, se cachant dans les forêts, agissant comme espions ou fournissant un soutien aux partisans qui attaquaient les lignes de ravitaillement allemandes. La guerre n'était pas seulement une bataille d'armée, mais une lutte totale, où chaque citoyen était un combattant potentiel. La brutalité était mutuelle. Des atrocités étaient commises des deux côtés, poussées par le désespoir, la vengeance et la déshumanisation de l'ennemi. La vie humaine semblait avoir perdu sa valeur, réduite à des statistiques froides dans des rapports de guerre. Chaque arbre cassé, chaque cratère de bombe, chaque fragment d'uniforme abandonné dans la neige racontait une histoire d'horreur indicible. Le paysage, autrefois symbole d'une immensité à conquérir, était devenu un labyrinthe mortel, un tombeau sans fin. L'hiver n'était pas seulement une saison, c'était un bourreau, un juge impitoyable qui décidait du destin de millions. L'opération Barbarossa, qui commença avec la promesse d'une victoire rapide, s'était transformée en un cauchemar d'usure, un siège lent et agonisant où la nature était l'ennemi le plus létal de tous. Ce qui était autrefois une marche de conquête était maintenant un piège. La promesse de gloire se transforma en un piège implacable. Pour les divisions allemandes, autrefois l'avant-garde invincible de la Blitzkrieg, l'avancée devint un encerclement invisible, mais mortel. Le vaste territoire russe, qui semblait autrefois un tapis à conquérir, se refermait maintenant sur eux, une main glacée serrant la gorge. Les routes, qui existaient à peine, étaient impraticables, recouvertes d'une neige profonde,
qui engloutissaient véhicules et hommes. Les lignes de ravitaillement étirées à la limite et au-delà étaient des cibles faciles pour les partisans soviétiques qui émergeaient des forêts sombres comme des fantômes, coupant la jugulaire logistique de la Wehrmacht. L'isolement était un poison lent. Les convois, autrefois remplis de munitions, de carburant et de provisions, arrivaient de plus en plus vides, ou n'arrivaient pas du tout. Le bruit des moteurs des camions, autrefois un symbole de puissance, était maintenant presque inaudible, remplacé par le silence oppressant de la neige et le hurlement du vent. La pénurie de fournitures était la nouvelle réalité. Manque de pain, de viande, de café, de cigarettes. Mais, par-dessus tout, le manque de vêtements d'hiver adéquats, de carburant pour chauffer les moteurs et les corps, de médicaments pour les blessés et les gelés. Les soldats allemands, avec leurs uniformes d'été, tentaient désespérément de se réchauffer avec des chiffons, des journaux ou tout ce qu'ils pouvaient trouver, mais le froid pénétrait, implacable. L'odeur d'engelure, de chair morte, était constante. La faim rongeait les estomacs. Les rations, quand elles arrivaient, étaient insuffisantes, et la perspective de fourrager dans la terre brûlée était sombre. Les civils soviétiques, déjà au bord de l'inanition, n'avaient rien à offrir. Et la brutalité augmentait, proportionnellement au désespoir. Des ordres d'Hitler, comme l'ordre des commissaires, qui exigeait l'exécution sommaire des commissaires politiques soviétiques, transformèrent le conflit en une guerre d'extermination. Les atrocités étaient quotidiennes. Des villages entiers étaient brûlés en représailles aux attaques des partisans, leurs habitants massacrés ou forcés de fuir dans la glace, sans abri, sans nourriture. Le cri des innocents résonnait dans le silence blanc, se mêlant au claquement sec des fusils et à l'aboiement des chiens de garde. Les familles civiles, prises dans le tourbillon, étaient les plus vulnérables. Mères avec de jeunes enfants, personnes âgées, tous confrontés au choix impossible, mourir de faim et de froid ou essayer de fuir, affrontant les dangers de la guerre et des éléments. Beaucoup devinrent des réfugiés, se traînant sur des kilomètres dans la neige, leurs visages pâles et leurs yeux vides, témoins silencieux de la barbarie. L'odeur de fumée des maisons en flammes et l'odeur fétide des corps non enterrés étaient le parfum de la désolation. Les femmes en particulier faisaient en face non seulement au froid et à la faim, mais aussi à la violence sexuelle et à l'exploitation. Pour les soldats allemands, l'idéologie de l'espace vital et la déshumanisation de l'ennemi bolchevique justifièrent l'horreur, mais la réalité sur le terrain était un effondrement moral généralisé. Pendant ce temps, la résistance soviétique, désespérée mais féroce, s'intensifiait. Non seulement l'armée rouge qui combattait dans des batailles sanglantes comme celle de Moscou, mais aussi les partisans, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui se cachaient dans les forêts et les marécages, émergeant pour saboter, tendre des embuscades et terroriser les forces d'occupation. Ils connaissaient la terre, dominaient l'hiver, et transformaient chaque arbre et chaque monticule de neige en une position défensive. Le bruit des attaques surprises, des trains qui explosaient, des cris d'alarme au milieu de la nuit rongeaient les nerfs des envahisseurs. L'effondrement moral et physique des forces allemandes était visible. Des soldats, autrefois altiers, se déplaçaient maintenant lentement, leur corps courbé par le froid et la dénutrition. Leurs visages, autrefois pleins de confiance, étaient maintenant marqués par l'épuisement, la maladie et la terreur. Les engelures étaient aussi courantes que les blessures par balles, et de nombreux amputés mouraient de gangrène dans des hôpitaux de campagne improvisés, où l'odeur d'antiseptiques et de chair pourrie se mêlait au froid coupant. La discipline s'évanouissait. Des désertions, autrefois impensables, commençaient à se produire. Des soldats qui rêvaient de victoire, rêvaient maintenant seulement de survie, d'un retour à la maison, loin de cet enfer blanc. Le piège était complet. La vastitude russe, l'hiver implacable et la résistance soviétique s'étaient unis pour transformer la plus grande invasion terrestre de l'histoire en un cauchemar d'isolement et de désespoir. Ce qui commença par le rugissement des panzers et la promesse de victoire était maintenant une lamentation de froid, de faim et de mort, un cri étouffé par la neige qui tombait sans cesse, recouvrant tout d'un manteau blanc d'oubli et d'horreur. L'hiver russe n'était pas seulement une saison, c'était un bourreau implacable, et son étreinte glacée serrait de plus en plus les forces allemandes. Le climax de l'opération Barbarossa ne fut pas une bataille singulière, mais une série de confrontations désespérées, où la ligne de front se transforma en un champ d'abattage gelé. Aux portes de Moscou, la capitale soviétique, la Wehrmacht, autrefois invincible, était paralysée. Le son lointain des cloches du Kremlin, qui semblait autrefois une invitation à la victoire,
sonnait maintenant comme le glas de l'ambition nazie. L'air, coupant comme un rasoir, apportait l'odeur de poudre, de sang et de désespoir, mêlée au silence oppressant de la neige qui tombait sans cesse. En décembre 1941, lorsque la glace devint plus épaisse et la neige plus profonde, l'armée rouge, renforcée par des divisions sibériennes habituées au froid extrême, lança une contre-attaque massive. Ce fut un choc brutal. Les soldats soviétiques, vêtus de leurs manteaux matelassés, telogreïka, et de leurs bonnets de fourrure, outchanka, émergèrent des forêts blanches comme des fantômes. Le rugissement de leurs chars T-34, qui se déplaçaient avec une agilité surprenante dans la neige, et le son assourdissant de l'artillerie russe, les orgues de Staline, déchiraient l'air gelé, résonnant à travers les steppes gelées. Pour les Allemands, épuisés, affamés et gelés, c'était l'enfer matérialisé. La décision d'Hitler d'interdire toute retraite stratégique transforma le front oriental en un enfer de sacrifices inutiles. Pas un pas en arrière. L'ordre venu de Berlin condamnait des milliers à mourir de froid ou à l'anéantissement. Les commandants de terrain, comme le général Guderian, imploraient la permission de reculer et de se regrouper pour sauver ce qui restait de leurs divisions épuisées. Mais l'arrogance d'Hitler était inébranlable. Le choix était simple et brutal. Maintenir la position ou faire face à la cour martiale. Beaucoup choisirent de désobéir, sauvant des vies, mais payant le prix de leur carrière. Les tentatives de fuite étaient chaotiques. Colonnes de soldats allemands, avec leurs uniformes d'été déchirés, se traînaient dans la neige, tentant d'échapper à l'encerclement soviétique. Les véhicules, abandonnés et gelés, formaient des squelettes métalliques dans le paysage blanc. Le bruit des pas dans la neige, autrefois ferme, était maintenant un traînement de bottes lourdes, une lamentation silencieuse. L'odeur de la peur était presque tangible, mélangée à l'odeur métallique du sang frais qui tachait la neige immaculée. Les contre-attaques allemandes, héroïques dans leur futilité, étaient écrasées par la masse soviétique et la férocité de l'hiver. Le coût humain était inimaginable. Des milliers de soldats allemands, beaucoup d'entre eux jeunes, moururent non pas de balles, mais du froid. Leur corps, étendus dans la neige, se transformaient en statues de glace, témoins silencieux de la tragédie. Les doigts de pieds et de mains gelés, les membres amputés dans des hôpitaux de campagne sans chauffage, le dernier soupir d'homme qui succombait à l'hypothermie. Pour les soldats soviétiques, chaque mètre carré de terre reconquis était une victoire, mais aussi un paysage d'horreur, des champs jonchés de cadavres, des villages en ruines, la preuve de la barbarie de l'envahisseur. Les cris des blessés, tant allemands que soviétiques, résonnaient dans l'immensité, un chœur de douleur que le vent glacial semblait amplifier. Les prisonniers allemands, les visages marqués par la faim et le froid, étaient traînés vers l'arrière soviétique, beaucoup d'entre eux mourant en chemin, incapables de supporter les conditions. Leurs yeux, autrefois pleins de fierté, ne reflétaient plus que le vide du désespoir et la certitude d'un destin incertain. De l'autre côté, les soviétiques, bien que victorieux, payaient aussi un prix terrible. À chaque avancée, plus d'hommes tombaient victimes du feu ennemi ou du même froid inclément. Le sang qui giclait chaud dans la neige gelait rapidement, formant des taches sombres et brillantes, un témoignage silencieux de la brutalité. La retraite allemande ne fut pas une reddition formelle, mais un recul forcé et désespéré, une brisure de l'invincibilité de la Blitzkrieg. La machine de guerre qui avait promis la victoire en semaines était maintenant embourbée dans la neige, ses moteurs silencieux, ses armes enrayées. Le point culminant de l'ambition nazie se défit en flocons de neige et dans la boue gelée des routes russes. Ce qui avait été une marche glorieuse de conquête se transforma en une fuite chaotique, un cauchemar glacé où chaque pas était une bataille pour la survie contre un ennemi implacable, le général Hiver et la résilience inébranlable du peuple soviétique. La ligne de front se stabilisa, mais à un coût humain que l'histoire n'oublierait jamais. L'odeur de la mort et du désespoir planait sur les plaines, un rappel amer que la guerre en Russie était loin d'être terminée, et que le plus grand piège jamais monté par la nature avait réclamé ses premières et terribles victimes. Le recul allemand de Moscou ne fut pas seulement une défaite tactique, ce fut l'éclatement d'une illusion, la fin d'un rêve de domination rapide. La Blitzkrieg, autrefois synonyme d'invincibilité, gisait brisée dans la neige et la boue gelée des steppes russes. Ce qui restait de l'autrefois orgueilleuse Wehrmacht était une armée blessée, physiquement et psychologiquement. Des millions de survivants, tant soldats allemands que soviétiques,
émergèrent de cet enfer glacé vers un monde en ruine, mais avec des cicatrices que la neige et le temps ne pourraient jamais effacer. L'odeur de la mort, qui était auparavant de poudre et de sang, était maintenant de gangrène, de corps en décomposition sous la glace fondue, de désespoir. Pour les soldats allemands qui réussirent à survivre à cet hiver brutal, le retour à l'arrière, ou la permanence sur le front de l'Est, était une sentence de trauma. Beaucoup furent capturés, traînés vers des camps de prisonniers soviétiques où le froid, la faim et la maladie continueraient de faucher des vies avec une cruauté implacable. Ceux qui rentrèrent chez eux portèrent le poids de membres amputés, de regards vides, d'esprits tourmentés par les horreurs qu'ils avaient vues. Le bruit du vent hurlant, le crissement de la neige sous les bottes, les cris des camarades gelés, tout cela résonnerait dans leurs cauchemars pendant des décennies. L'arrogance militaire, qui les avait poussés vers l'Est, s'était transformée en cendres, laissant un héritage de souffrance et de désillusion. Ils étaient les fantômes d'une guerre qui n'avait pas seulement promis la victoire, mais l'anéantissement, et qui les avait anéantis de l'intérieur. Du côté soviétique, la victoire sur l'assaut initial allemand se fit à un coup monumental. Les champs de bataille étaient semés des corps de millions de leurs enfants, et les villes réduites à des décombres. Cependant, la résilience humaine, la capacité à supporter l'insupportable, émergea comme un phare d'espoir. Les soldats soviétiques, qui avaient transformé leur Zemlianka en forteresse de survie, qui avaient combattu avec une férocité née de l'amour de la patrie, devinrent les symboles d'un esprit indomptable. Leurs histoires de courage, de camaraderie au milieu du chaos, de sacrifice pour une cause plus grande, commencèrent à être racontées, murmurées dans des abris improvisés, gravées dans la mémoire collective. L'odeur de fumée de leurs feux de bois, la chaleur ténue de leurs abris, étaient le contraste le plus vif avec le froid coupant des envahisseurs. Les civils, les femmes, les enfants, les personnes âgées qui avaient supporté le siège, la faim et les atrocités, portaient également des cicatrices profondes. Leurs maisons, leur vie, tout avait été réduit en poussière. Le bruit des bombardements, l'odeur de fumée et de mort, les images d'êtres chers perdus, rien de tout cela ne serait oublié. Mais au milieu de la désolation, germait la détermination de reconstruire, d'honorer les morts, de s'assurer qu'une telle horreur ne se répéterait jamais. Les femmes, en particulier, émergèrent comme les piliers de leur communauté, travaillant sans relâche pour soutenir leurs familles et reconstruire ce que la guerre avait détruit. Elles étaient les gardiennes de la mémoire, les narratrices des tragédies et des triomphes silencieux. La leçon historique était claire, écrite avec du sang sur la neige. L'arrogance militaire, la sous-estimation de l'ennemi et, par-dessus tout, l'ignorance de la nature implacable coûtent cher. L'opération Barbarossa, conçue comme une victoire rapide, devint le tombeau des ambitions nazies, un sombre avertissement contre l'hybris. Le général Hiver, autrefois considéré comme un mythe, se révéla être le plus puissant des adversaires, transformant la machine de guerre la plus avancée du monde en ferraille gelée. La résilience humaine, la capacité d'adaptation des soldats soviétiques qui transformèrent la terre en leur allié, le froid en leur arme et le désespoir en détermination devint un legs éternel. Cette mémoire collective est maintenue vivante aujourd'hui. Des mémoriaux imposants, comme celui de Volgograd, ancienne Stalingrad, et les innombrables monuments disséminés dans la vaste Russie témoignent du sacrifice. Livres, films et documentaires cherchent inlassablement à percer les couches de ce conflit afin que les générations futures n'oublient jamais le prix de la guerre. Chaque ruine de cette période, chaque cicatrice dans le paysage, chaque histoire racontée par un grand-père est un cri contre la brutalité, un rappel de ce que l'on peut supporter et de ce qu'il faut éviter. Le sang sur la neige est un témoignage éternel du coup de l'arrogance et de la force de l'esprit indomptable. Les conséquences de cet hiver ne se limitèrent pas à cette année fatidique de 1941. Elles modelèrent le cours de la Seconde Guerre mondiale et le destin du XXe siècle. L'échec devant Moscou marqua le début du déclin du Troisième Reich et la résurgence de l'Union soviétique comme une force inébranlable. L'impact psychologique sur les nations impliquées fut profond, laissant des traces qui perdureraient pendant des générations. La guerre sur le front de l'Est ne fut pas seulement une série de batailles. Ce fut une lutte pour l'existence, où l'humanité fut testée à ses limites les plus extrêmes, et où la résilience de l'esprit humain, au milieu de l'horreur indicible, refusa de céder. La lutte pour l'existence forgée dans la glace et le feu du front de l'Est,
laissa un héritage de résilience inébranlable, mais aussi des cicatrices qui s'étendirent bien au-delà du cessez-le-feu. Les leçons de cet hiver brutal de 1941, gravées au fer et au sang dans la mémoire collective, résonnèrent pendant des décennies, façonnant l'identité et le destin de millions. La capacité humaine d'adaptation, de trouver un refuge et un moyen de se battre même dans les conditions les plus inhumaines, devint la légende centrale de ce conflit. Au cœur de cette résilience se trouvait la Zemlyanka, le terrier de terre, l'abri improvisé qui devint le dernier bastion d'espoir pour les soldats soviétiques, creusés dans la neige gelée, souvent avec des outils rudimentaires, pelles, baïonnettes ou même leurs propres mains. Ces structures souterraines étaient plus que de simples abris. Elles étaient des matrices de survie, des remparts contre le général hiver. Le bruit constant du vent hurlant à l'extérieur était étouffé par les murs de terre et de rondins, remplacé par le crépitement ténu d'un feu de bois improvisé, la seule chaleur dans un monde de glace. L'odeur de fumée, de terre humide, de corps en sueur et de pain de seigle fraîchement cuit, quand il y en avait, remplissait l'air dense et confiné. À l'intérieur de ces terriers sombres et exigus, la vie pulsait. Des soldats, autrefois paysans et ouvriers, étaient maintenant des architectes de la survie. Ils transformaient des branches et de la neige compactées en toits, isolaient le sol avec de la paille ou des peaux d'animaux. La chaleur du feu central, souvent alimenté par n'importe quel morceau de bois ou de charbon trouvé, était un trésor, et sa lumière vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs de terre. Là, au milieu de la chaleur et de l'obscurité, ils partageaient des rations rares, racontaient des histoires de chez eux, affûtaient leurs armes et rêvaient du printemps. C'était un contraste brutal avec le paysage lunaire et gelé de l'extérieur, où la mort guettait à chaque rafale de vent. Pour les Allemands, le manque de tels abris et l'incapacité de s'adapter à l'hiver russe furent fatales. Alors que les Soviétiques s'enterraient dans la terre, la transformant en leur allié, les envahisseurs succombaient au froid, leurs tentes et abris improvisés offrant peu de protection contre les températures qui chutaient à 40 degrés négatifs. Le contraste était frappant. D'un côté, l'ingéniosité désespérée et la camaraderie qui maintenaient la flamme de la vie, de l'autre, la désintégration morale et physique sous le poids d'un ennemi invisible et implacable. L'odeur d'engelure et de gangrène dans les abris allemands était un rappel constant de leur vulnérabilité, de l'erreur colossale de sous-estimer la nature russe. Les conséquences psychologiques de cette lutte pour la survie furent profondes et durables. Pour les soldats soviétiques, l'expérience dans les Zemlyanka forgea une camaraderie et une résilience légendaires, mais laissa aussi des cicatrices invisibles. Le silence de la paix était souvent rempli par les échos des bruits de la guerre, par le hurlement du vent polaire, par l'odeur de fumée et de sang. Beaucoup ne se remirent jamais complètement du trauma de la faim, du froid extrême et de la violence incessante. La joie de la victoire était tempérée par la douleur de la perte et par la mémoire indélébile des horreurs vécues. Pour les survivants allemands, le cauchemar était encore plus sombre. La défaite, l'humiliation et le coût humain de l'opération Barbarossa brisèrent l'esprit d'une génération. Les camps de prisonniers soviétiques attendaient beaucoup, où la lutte pour la survie continuerait dans des conditions inhumaines. Ceux qui rentrèrent chez eux portèrent le fardeau d'une guerre perdue, de membres perdus, d'une santé mentale ébranlée. L'odeur de chair brûlée, le cri des blessés, l'image des camarades gelés dans la neige, entraient leurs jours et leurs nuits. L'arrogance militaire avait été écrasée, et à sa place, il ne restait que le vide d'un échec monumental. Les femmes et les civils, qui avaient supporté le siège, la faim et les atrocités dans les villes et les villages, émergèrent également du conflit, avec une force et une douleur indicibles. Elles reconstruisirent leur vie et leur communauté à partir des cendres, avec les mains calleuses et les cœurs lourds, mais avec un esprit indomptable. Les mères qui avaient perdu leurs enfants, les épouses qui avaient perdu leurs maris, les filles qui avaient été témoins de la barbarie, toutes devinrent des gardiennes de la mémoire, narrant les histoires de sacrifice et de résilience pour les générations futures. Le bruit de leurs plaintes se mêlait au chant du travail dans les ruines, un chœur de douleur et d'espoir. L'opération Barbarossa et l'hiver de 1941 ne furent pas seulement une série de batailles. Ce fut un point d'inflexion dans l'histoire, un événement qui révéla la capacité humaine de cruauté et, paradoxalement, de résistance extraordinaire. La leçon sur l'arrogance militaire et la sous-estimation de l'ennemi, surtout de la nature,
fut écrite de manière indélébile. Le général Hiver et la Zemlyanka devinrent des symboles d'une lutte épique, un rappel que même dans l'obscurité la plus profonde, la flamme de la vie peut trouver un moyen de persister, de s'adapter, de résister, mais à un coût inimaginable. Le coût inimaginable de cet hiver glacial de 1941 ne fut que le prologue d'une saga d'horreur qui s'étendrait sur des années. La leçon de cette saison, gravée au fer et au sang dans la mémoire collective, résonna pendant des décennies, façonnant l'identité et le destin de millions. L'opération Barbarossa, bien qu'arrêtée dans son élan initial, ne se termina pas là. La guerre sur le front de l'Est se transforma en un hachoir à viande implacable, une arène où la vie humaine valait moins qu'une cartouche vide, et à chaque aube, l'odeur de la mort et de la destruction s'intensifiait, se mêlant à l'odeur métallique du sang frais et à l'âcre de la poudre brûlée. À chaque printemps, lorsque la neige fondait, la vraie face de la tragédie se révélait. Des champs jonchés de cadavres gelés, des squelettes de véhicules et des villes en ruines, un témoignage silencieux de la brutalité du conflit. Le sol, autrefois blanc et immaculé, se transformait en un marais de boue, où les chars s'enfonçaient et les soldats luttaient pour avancer, se traînant sur une terre qui semblait aspirer leur propre force vitale. L'odeur de décomposition planait lourdement dans l'air humide, un rappel constant de la mort qui avait fauché tant de vies et qui guettait encore dans chaque tranchée, dans chaque forêt. La résilience des soldats soviétiques, forgée pendant l'hiver de 1941, continua d'être testée jusqu'aux limites de l'existence. La Zemlyanka, le terrier de terre, resta un symbole de leur capacité d'adaptation, mais aussi de leur lutte désespérée pour la survie. Année après année, les hivers revenaient avec leur fureur glacée, et à chaque fois les hommes avaient à s'enterrer à nouveau dans la terre gelée, luttant contre le froid, la faim et le désespoir. Les feux de bois crépitaient plus bas, les rations diminuaient, mais l'esprit de résistance, bien qu'épuisé, ne se brisait pas. Le bruit de leurs voix, murmurant des chansons mélancoliques ou des plans d'attaque, était la seule mélodie dans un monde de bruit de guerre. Pour les Allemands, à chaque défaite, à chaque recul, l'arrogance initiale cédait la place à une compréhension amère de l'ampleur de leur erreur. La guerre éclair s'était transformée en une guerre d'usure, un enfer prolongé qui consommait leurs ressources et, plus important encore, leurs hommes. Les yeux des soldats allemands, qui brillaient autrefois de la promesse de victoire, ne reflétaient plus que le vide du trauma, l'épuisement d'une lutte sans fin. Beaucoup capturés affrontaient le destin incertain des camps de prisonniers soviétiques, où le froid et la faim continuaient d'être leurs bourreaux. Le silence dans les hôpitaux de campagne, rempli seulement par les gémissements des blessés et l'odeur d'antiseptiques et de chair en décomposition, était un hymne à la futilité de la guerre. Les batailles subséquentes, comme celle de Stalingrad, de Koursk et le siège de Leningrad, ne furent que des manifestations amplifiées de ce premier hiver. Elles démontrèrent la même férocité, la même cruauté et le même coût humain inimaginable. À Leningrad, le siège dura près de 900 jours, et les civils, piégés dans la ville, firent face à une faim si terrible qu'ils se nourrissaient de papier peint et de sciure. Le bruit des bombardements allemands et de l'artillerie russe était constant, un cœur macabre qui ponctuait la vie et la mort. L'odeur de fumée et de corps non enterrés était une présence constante, marquant chaque respiration. Les femmes, qui étaient devenues des piliers de la résistance dans les Zemlyanka et dans les villes assiégées, continuèrent de porter un fardeau immense. Elles travaillaient dans les usines d'armement, dans les champs, comme infirmières sur les lignes de front et comme guérilleras. Leurs mains calleuses et leurs visages marqués par l'épuisement étaient les témoignages silencieux d'une force qui défiait la guerre elle-même. Le bruit de leurs pas pressés dans les rues en ruine, l'odeur de sueur et de détermination au milieu de la désolation étaient les notes d'une symphonie de résistance. Elles perdirent des fils, des maris, des frères, mais continuèrent à se battre pour la survie de leur famille et de leur nation. À chaque kilomètre reconquis, à chaque victoire à la Pyrrhus, le prix de la guerre se devenait plus évident. Le paysage était défiguré, la terre tachée de sang et les âmes des survivants, férida d'une forme que le temps peut-être jamais guérir. L'opération Barbarossa, qui commença avec la vision d'une victoire rapide et écrasante, tornus le catalyseur d'un conflit de proportions épiques, où la cruauté humaine et la résilience indomptable se confrontarent dans une danse mortelle. Le legs de cet hiver et des années qui s'ensuivirent fut un rappel sombre de la capacité humaine à la destruction,
mais aussi de sa volonté inébranlable de persister. Et la guerre continuait, fauchant des vies et façonnant l'avenir, au milieu de l'odeur de la mort et de la promesse d'une fin qui ne semblait jamais arriver. La guerre, un monstre insatiable, continua de dévorer l'Europe pendant 4 longues et agonisantes années, après cet hiver fatidique de 1941. Le front de l'Est, le front le plus brutal et le plus sanglant que l'humanité ait jamais connu, devint le creuset où le destin du monde serait forgé dans le feu et la glace, dans l'acier et la chair. Des millions d'autres allaient périr, dans un enfer de bombes et de baïonnettes, de faim et de froid, où chaque pouce de terre était disputé avec une férocité primaire. Mais la graine de la résistance, plantée dans la neige et la souffrance de ce premier hiver, s'épanouit en une détermination implacable, alimentée par la mémoire des camarades perdus et la fureur d'une nation saccagée. Le rugissement des chars soviétiques, autrefois en retraite désordonnée, avançait maintenant avec une force renouvelée, propulsée par le désir de vengeance et la certitude que la victoire était la seule option. Chaque mètre de terre reconquis était payé par des fleuves de sang, mais c'était une avancée irrépressible vers le cœur de l'ennemi à la recherche d'un règlement de compte. L'odeur de la victoire, encore lointaine et mêlée à l'odeur persistante de poudre brûlée et de corps en décomposition, commençait à s'insinuer dans l'air gelé, une promesse ténue d'une fin au cauchemar. L'opération Barbarossa, la mégalomanie conçue pour écraser une nation en quelques semaines, s'effondra sous le poids de sa propre arrogance et de la ténacité inébranlable du peuple soviétique. Le général Hivert, cet allié silencieux et impitoyable, s'était avéré un stratège insurpassable, transformant l'autrefois redouté Blitzkrieg en un cauchemar congelé où les machines s'arrêtaient et les hommes succombaient. Mais la victoire finale, qui culminerait à Berlin avec la chute du Troisième Reich, ne fut pas seulement une question de stratégie militaire supérieure ou de vaste supériorité de ressources. Ce fut, avant tout, une ode à la résilience humaine, à la capacité d'un peuple de se relever des cendres les plus profondes, de supporter l'insupportable et de se battre jusqu'au dernier souffle avec un esprit indomptable. Les monuments qui parsèment aujourd'hui le vaste et douloureux paysage russe, de Volgograd à Leningrad, de Moscou à Kiev, ne sont pas de simples pierres et bronzes froids, ce sont des cris silencieux de sacrifice, des témoignages éternels d'une lutte pour l'existence même. Le bruit du vent qui passe par ces mémoriaux semble encore murmurer les noms des tombés, l'écho des cris de guerre et les lamentations des civils, un cœur funèbre qui refuse d'être oublié. L'humble Zemlianka, le terrier de terre improvisé qui au début semblait un simple refuge primitif, accéda au statut de symbole puissant et pérenne de résistance. Ce n'était pas seulement un trou creusé dans la terre gelée, c'était la matrice de la résistance, le sanctuaire où l'espoir, aussi ténu soit-il, refusait de mourir. Là, dans l'obscurité et la chaleur faible d'un feu de bois improvisé, l'humanité s'accrochait à la vie, transformant le désespoir le plus profond en une détermination de fer. L'odeur de la terre humide, de la fumée du poêle improvisé, du sueur et du peur qui planait dans l'air confiné, mais aussi de la camaraderie et de la promesse d'un lendemain, imprégna les mémoires de ceux qui survécurent, façonnant leurs âmes pour toujours. La Zemlianka représentait le refus d'être brisé par le froid et la faim, l'ingéniosité face à l'annihilation totale, la capacité de trouver la force dans la vulnérabilité et dans l'union. Elle est la métaphore vivante de la manière dont l'homme, confronté à la fureur implacable de la nature et à la cruauté abyssale de ses semblables, peut creuser profondément dans sa propre âme pour trouver la volonté inébranlable de persister, de lutter, de vaincre. Les cicatrices de ce conflit brutal demeurent, visibles dans le paysage défiguré et gravées de manière indélébile dans l'âme des générations qui suivirent. Les villes reconstruites, les forêts qui repoussèrent sur les champs de bataille autrefois semés de morts, ne peuvent effacer complètement l'odeur persistante de mort et de destruction qui plana sur cette terre pendant des années. Les murmures des survivants, les histoires racontées par les grands-parents aux petits-enfants autour de feux ou de cheminées, sont le courant vivant qui connecte le passé brutal et inoubliable au présent, garantissant que la mémoire ne s'éteigne pas. Chaque ruine restante, chaque photographie en noir et blanc de visages marqués par la faim, le froid et le trauma est un rappel vif et poignant du prix incalculable de la guerre, de la futilité de l'ambition démesurée et de la folie du totalitarisme. C'est une sombre mise en garde contre l'arrogance militaire,
contre la haine qui aveugle la raison et qui transforme les hommes en monstres. Mais c'est aussi une célébration du courage inébranlable, de la solidarité humaine et de l'incroyable capacité de résilience qui émerge lorsque tout semble perdu, lorsque l'obscurité menace d'engloutir toute la lumière. L'histoire de l'opération Barbarossa et du front de l'Est est bien plus qu'une simple chronique de batailles et de stratégies militaires. C'est une épopée humaine de proportions inimaginables, un témoignage de la dualité inhérente à notre nature. Elle nous confronte à l'abîme de la barbarie et de la cruauté, mais nous élève aussi avec des exemples luminosos d'héroïsme, de sacrifice et d'amour inconditionnel pour la patrie. C'est une leçon gravée au fer et au sang qui ne doit jamais être oubliée, pour que les erreurs du passé ne se répètent pas. Le bruit du silence révérencieux dans les cimetières de guerre est plus éloquent que n'importe quel discours politique, et l'odeur de la terre qui a couvert tant de secrets et tant de vies est une invitation profonde et viscérale à la réflexion, à l'introspection sur ce que signifie être humain. Pour que ces histoires de douleur et de gloire ne se perdent pas dans les brumes du temps, pour que les leçons apprises à un coût si élevé soient éternelles, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage à travers l'histoire. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille souhaitez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre légion d'historiens pour que l'écho des héros et des victimes continue de résonner à travers les siècles, un rappel constant de notre capacité à détruire, mais, par-dessus tout, de notre volonté inébranlable de résister, de reconstruire et de trouver la lumière même dans l'obscurité la plus profonde. Que la mémoire de ces événements monumentaux nous guide vers un avenir de paix, où l'arrogance cède la place à la compréhension et à l'empathie, et la guerre ne soit qu'une triste et lointaine page dans les livres d'histoire, jamais plus une sanglante réalité.